Présenté par l'AQT, directement des coulisses de la communauté techno-numérique québécoise, voici On parle techno. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition d'On parle techno. Aujourd'hui, on va se pencher sur les solutions technologiques qui visent le secteur du transport. Donc, on veut comprendre dans quelle mesure l'électronique, l'informatique font évoluer le secteur, quelles observations on peut noter dans le domaine et puis quelles réalisations concrètes aussi peuvent améliorer considérablement l'opérationnalisation du transport. Pour ce faire, je reçois le président de Giro, une entreprise québécoise, donc M. Jean Aubin. Merci, M. Aubin, d'être parmi nous. Merci, Nicole. Merci de m'avoir invité. Quelques mots sur ton parcours, Jean. Tu détiens une maîtrise en recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. Tu es le président et chef de la direction de Giro depuis 2017, entreprise à laquelle tu t'es joint en 2002, après avoir travaillé pendant 15 ans dans le développement du logiciel. Giro propose des solutions logicielles qui sont adaptées au transport public, donc pour les aider à améliorer et optimiser la planification de leurs opérations, que ce soit la création d'horaires et même les opérations journalières. Développé par plus de 600 employés, le logiciel Astuce contribue significativement au gain de productivité pour une clientèle qui est répartie dans plus de 25 pays. C'est vrai qu'on a à peu près, mettons, 250 clients. J'entends pas la première question, puis je vais démarrer mon petit laïus. Donc, Giro, comme tu l'as indiqué, ça fait déjà longtemps que ça existe. Le client typique, c'est la STM. Donc, on a autour dans le monde environ, mettons, 250 clients qui sont comme la STM. Dès le début, chez Giro, dans les années 80, ça a été fondé en 79. La première étape, quand ça a été fondé, Giro, par un professeur d'université en informatique et son étudiant, c'est important de le mentionner. Le but, c'était de faire en sorte que des processus manuels, il construisait les horaires d'autobus à la main, avec un papier, un crayon. Où on a vu les premiers qui ont travaillé chez Giro avant mon temps à moi, que des fois, c'était avec des tableaux magnétiques où il y avait des petits autobus qui plaçaient et déplaçaient pour qu'à la fin, ils puissent avoir un horaire complet. Donc, pour faire une transformation numérique de ce point de vue-là, on a utilisé, ce que moi, dans le domaine dans lequel j'ai étudié, la recherche opérationnelle. C'est donc d'être capable de prendre des modèles mathématiques pour pouvoir faire un modèle de la réalité et de résoudre la modélisation avec certains paramètres pour trouver des solutions. Quand c'est né Giro, le professeur et son élève, le problème qu'il voulait résoudre, c'est de savoir que s'il faisait des modifications à la convention collective des chauffeurs d'autobus ou des conducteurs d'autobus, c'était quoi le prix? Puis on sait aussi que les horaires des chauffeurs d'autobus, souvent, c'est assez atypique. Il peut y avoir des grands horaires parce que il faut que les autobus fonctionnent 7 jours sur 7. Des fois, il y avait des périodes de pointe. C'était vraiment donc d'être capable d'évaluer que si le syndicat demandait, on voudrait avoir, mettons, une nouvelle clause ou raccourcir l'amplitude d'une journée, ça serait le coût qui devrait être déboursé par la société. Au départ, c'était pour gérer l'impact sur les coûts de certains changements. Ce que je comprends maintenant, c'est que vous gérez l'optimisation des routes basée sur un certain nombre de paramètres. C'est ça, initialement, le projet de maîtrise. Mais aujourd'hui, puis rapidement, après ça, c'était vraiment pour aider toutes les sociétés de transport du monde, de faire en sorte qu'ils soient capables de créer des horaires qui coûtent le moins cher. Le premier problème qui est vraiment intéressant, en tout cas, que Giro auquel s'est attaqué, puis qui s'attaque encore aujourd'hui, c'est de déterminer, pour une ville, je peux prendre comme Montréal, mais c'est pas vraiment, donc Montréal, c'est un cas standard, mais combien d'autobus que ça prend pour pouvoir offrir le service? Si on sait qu'à tous les jours, on va dire qu'il y a des milliers de voyages qui sont offerts et faire en sorte que ça prenne le moins d'autobus possible et faire aussi en sorte que les autobus, dans une ville comme Montréal, ils n'ont pas juste un garage. Les garages, ils vont avoir une dizaine de garages qui vont être distribués sur le territoire. Donc, utiliser l'autobus à partir d'un garage A qui est le plus près des voyages qu'on veut réaliser pour qu'il y ait le moins de coûts où un autobus va se déplacer à vide. Une fois qu'un autobus est sorti du garage, celui qui conduit l'autobus, il ne peut pas faire 20 heures de conduite. Il faut donc découper les horaires des véhicules autobus en pièces de travail ou en journée de travail. Et la main-d'œuvre, c'est souvent ce qui coûte le plus cher. Et les compagnies qui nous font confiance, qui achètent Giro, c'est souvent avec ce problème-là, donc de construire les horaires d'un chauffeur d'autobus. Et c'est ça, je dirais, qui fait notre succès aujourd'hui, qu'on est capable de faire des horaires qui répondent à l'ensemble des contraintes des sociétés de transport
mais de façon très, très optimale, donc pour faire en sorte que ça coûte le moins cher possible. J'imagine que depuis, au fil des années, de nouveaux paramètres là, se sont ajoutés justement à la gestion des horaires. On parle beaucoup d'environnement de ces temps-ci. J'imagine l'empreinte écologique là, des transports. Vous avez des demandes certainement dans ce sens-là. C'est une très belle question, mais une réponse qui est facile à comprendre, mettons, qui est une nouveauté qui est arrivée récemment, c'est les autobus électriques. La plupart des sociétés de transport, maintenant, ils ont des plans pour introduire des autobus électriques. Puis là, mettons, la grande différence, c'est que l'autonomie d'un autobus électrique, c'est aujourd'hui, en tout cas, plus limité qu'un autobus au diesel. Avant, un autobus, ça pouvait partir, mettons, pour 20 heures, puis le réservoir de diesel, c'était bon. Mais maintenant, aujourd'hui, puis ça va pas mal s'améliorer dans les prochaines années, mais un autobus électrique, ben, peut-être qu'après 3, 4, 5, 6 heures, il faut qu'il revienne ou au garage ou à un point où on va être capable de recharger l'énergie dont il a besoin. Souvent, dans les autos, on voit les bornes, ça c'est assez connu, mais les façons de remplacer il y a eu plein de technologies dans les dernières années qui ont été utilisées pour faire en sorte qu'un autobus électrique puisse, d'où la recharge, mais des fois, ça prend un peu de temps. On peut des fois changer les batteries au complet. On pourrait recharger l'autobus pendant qu'il roule à différents temps. Et ça, pour Giro, ce que ça faisait, c'était des ajouts aux modèles mathématiques, à la recherche opérationnelle, aux solutions, pour faire en sorte d'être capable d'offrir à nos clients cette fonctionnalité-là qui dérivait de nouvelles technologies qui sont plus vertes. On parle de 25 pays. J'imagine que la capacité de charge dans les pays nordiques versus dans d'autres pays, c'est pas la même aussi. Est-ce que l'intelligence artificielle s'invite dans vos calculs maintenant? Oui, on l'utilise chez Giro dans toutes sortes de prototypes et que ça peut aller aussi directement dans nos logiciels, mais juste aussi pour voir est-ce qu'on pourrait faire en sorte que notre logiciel on peut se détecter même à l'avance ou les bugs qu'on soit capable d'écrire. Parce que quand on fait du logiciel, des fois, au niveau technologique, on a aujourd'hui, Giro, avec 600, comme on a dit tout à l'heure, c'est né aussi avec des relations avec l'université. Et on a encore des projets de recherche avec les universités, surtout montréalaises. Mais même les universités, surtout aux États-Unis, ça peut exister, pour faire en sorte d'avoir des projets de recherche de voir. Puis si on m'amène sur le sujet de l'intelligence artificielle, souvent dans l'intelligence artificielle, ça demande beaucoup, beaucoup de données. Avec les premiers professeurs avec qui on a fait des recherches, on s'est aperçu que le contexte de chacun de nos clients, qui dépendent des fois d'une géographie, d'un nombre de voyages, de façon de faire, faisant en sorte que les données étaient quand même un peu spécifiques à chacun des clients. Et de faire un tout avec l'ensemble des données, être capable de dériver des modèles vraiment d'intelligence artificielle, comme on l'appelle aujourd'hui. Ça fait en sorte que de développer donc des modèles qui apprennent, des modèles génériques. On cherche encore, on veut trouver des façons d'améliorer nos façons de faire, mais on n'a pas encore vu des résultats, mettons, mirobolants avec ça, mais on n'a pas abandonné. Les véhicules autonomes, est-ce que ça commence à jouer un rôle dans vos développements futurs ou C'est clair qu'aujourd'hui, des véhicules autonomes, il y en a de plus en plus. En particulier, puis on peut faire une analogie avec le REM qui va s'établir à Montréal, ça va être un train sans chauffeur, donc des véhicules autonomes. Et aujourd'hui, là, vous pourrez valider mes statistiques, mais je dirais que probablement que plus de 80-90% des nouveaux REM de ce monde, ils sont tous avec sans chauffeur. Du point de vue, mettons, quand c'est des autobus autonomes, ça, c'est des petits véhicules, on en voit dans des endroits souvent, mettons, je dirais, réservés. Pour nos clients, est-ce qu'ils ont encore fait une migration et que, là, j'exagère un peu, mais disant qu'une grande proportion de leurs véhicules sont autonomes? On n'a pas vu ça encore. On parle souvent de transport et logistique, souvent c'est associé ensemble, puis on sait là, que dans les dernières années, on a tourné beaucoup les projecteurs sur les défis là, dans le transport, logistique, approvisionnement. Quoi les grands défis là, des grandes sociétés de transport? On a parlé, les conventions collectives, la gestion des horaires, l'utilisation des véhicules. Un des défis qu'on voit pour les sociétés de transport, puis là, c'est pas un défi qui est unique à eux, mais je dirais que c'est la pénurie de personnel. Le faire en sorte d'engager des nouveaux chauffeurs d'autobus, en tout cas, ce qu'ils nous disent, nos clients, c'est de plus en plus difficile. C'est surprenant aussi pour être efficace, puis je vais revenir aussi le lien avec l'engagement de nouveaux chauffeurs. Aujourd'hui, le temps qui est passé dans les sociétés de transport où les chauffeurs vont choisir leurs horaires. Et il y a une façon de choisir qui domine en Amérique du Nord, c'est par ancienneté. Donc, le chauffeur qui est le plus ancien, il peut venir choisir ses horaires. Puis quand je dis ses horaires,
Ça peut être, tantôt j'ai mentionné en prenant l'exemple de Montréal, qu'il pouvait avoir plusieurs garages. Dans certaines sociétés de transport, ils choisissent donc le chauffeur une première fois dans quel garage il veut travailler. Sa route, son parcours. Après ça, ils peuvent travailler, mettons, oui, les routes, les horaires, mais ils pourraient choisir aussi ses vacances. Et ils passent un temps fou, des fois, je dirais. C'est aussi là, la technologie, puis je dirais, aide beaucoup pour essayer au niveau logistique, d'être beaucoup plus efficace, faire en sorte qu'ils soient capables, peut-être via leur téléphone, via des applications web, de choisir les horaires depuis la maison. De la façon traditionnelle que c'était fait, c'était qu'il y a un chauffeur qui était libéré de son travail. Il fallait donc le remplacer. Ça prenait 2 chauffeurs qui étaient payés. Et le chauffeur arrivait dans une grande pièce où il y avait l'ensemble des horaires. Des fois, c'était des semaines de travail qui étaient sur des papiers, sur des grands murs. Et là, il disait, je vais prendre celle-là, puis il y avait quelques minutes pour choisir. Et d'inventer des façons de faire pour que les gens puissent choisir leurs horaires de façon beaucoup plus efficace, surtout en Amérique du Nord. Je dirais que c'est très apprécié de nos clients et ça rejoint l'aspect logistique, Nicole, dont tu mentionnais. L'ancienneté que je mentionne comme ça en Amérique du Nord, c'est une autre façon que, je dirais, en Europe surtout, ils ne vont pas avoir les mêmes principes. Et ça fait en sorte que ça a l'air simple, que prendre l'autobus ou faire les horaires pour l'autobus, c'est toujours la même chose. Mais il y a quand même des différences, que je dirais, assez grandes entre la façon que les structures sont faites en Europe et en Amérique du Nord. Et si je reprends mon exemple d'ancienneté, l'ancienneté en Europe, c'est vraiment pas important. Quand vous travaillez avec un client, un nouveau client, dans le fond, vous devez paramétrer ces particularités-là ou les caractéristiques recherchées par chacune des C'est vrai. compagnies. On est chanceux parce qu'on a 40 ans d'expérience, ça fait qu'on a vu beaucoup. Mais quand on a des nouveaux clients dans un nouveau marché, on peut encore avoir des surprises, des choses qu'on ne connaît pas encore bien, qu'on avait pu entendre parler. Récemment, chez Giro, on était beaucoup plus centré, mettons, sur le monde autobus. On s'est dit qu'aller faire des horaires pour le rail, ça pourrait être intéressant. C'est similaire. Mais rapidement, on s'est aperçu que ça a l'air similaire, mettons, prendre un train ou prendre un autobus. Mais le fait qu'il y ait des équipages dans les trains. Dans les trains aussi, c'est possible d'assembler un train. Ça veut dire qu'on est capable d'enlever, de rajouter des wagons. Tandis qu'un autobus, c'est toujours intègre. En tout cas, même s'ils sont longs, des autobus articulés, on n'est pas capable d'y enlever sa moitié. Tandis que de faire le terme qui est utilisé souvent en France, c'est un attelage. Okay? Ça peut prendre juste quelques secondes, quelques minutes, en tout cas, puis un train, il y a quelques wagons de plus. Juste être capable de bien traiter ces caractéristiques-là qui étaient associées avec le ferroviaire, ça a été un effort, je dirais, assez grand réparti sur plusieurs années parce qu'on avait beaucoup de travail pour introduire ces caractéristiques-là, les équipages, mettons, des compositions de trains, ou même, je dirais, le fait que quand il y a un autobus qui a un accident devant lui ou un autobus qui est devant lui qui est en panne, mais l'autobus, il fait juste le contourner, le dépasse et continue. Un train qui est arrêté sur une voie, l'autobus ou le train qui est derrière, il est incapable de le dépasser. Et ça aussi, ça amène toutes sortes de caractéristiques ou de défis au niveau de développement pour avoir une modélisation, un modèle objet qui est le plus complet possible pour être capable de bien traiter l'ensemble des contraintes, des demandes qui viennent un peu partout dans le monde. Comme quoi, se spécialiser dans un secteur, c'est encore sa place. Hein? C'est vrai. Je vois souvent aussi les nouveaux, mettons, qui arrivent chez Giro. Puis il y a des questions qu'ils nous posent souvent ou qu'ils me posent souvent. Et ça a été, je dirais même, accentué avec la pandémie. Pourquoi vous ne prenez pas votre logiciel puis vous ne feriez pas des horaires d'infirmières avec ça? Pourquoi vous ne feriez pas des horaires pour les pilotes d'avion? Giro, on aime mieux rester niché. Nos modèles mathématiques, notre modélisation sur lequel tout ça repose, ça serait assez différent. On connaît aussi bien le marché depuis 40 ans, on connaît le transport en commun, et d'ouvrir un nouveau marché, on a mieux pour l'instant se spécialiser, devenir les meilleurs dans ce domaine-là. Jean, pour conclure, on va se permettre un petit 30 secondes de chauvinisme. Okay. Quelques villes populaires ou des clients prestigieux ou qui ont été des belles réussites chez vous? Bien, récemment, mettons, je dirais que c'est quand même la SNCF qui nous a fait confiance. Et quand on parle de la SNCF, c'est quand même c'est une grande boîte, ça, là, avec des trains, mettons, des trains de banlieue autour de Paris, des trains régionaux, des TGV, des autobus de Paris. Il y a une belle petite histoire qu'on peut raconter par rapport à ça, c'est qu'au niveau de la SNCF et des autobus à Paris, il y avait une sorte de monopole qui faisait en sorte qu'ils ne pouvaient pas être, mettons, avoir de la compétition, puis ils ont dû s'ouvrir à la concurrence. Parce que le transport en commun en Europe, je parlais qu'il y avait des différences, mais c'est un autre des différences, c'est quand même beaucoup, beaucoup privatisé. C'est vrai que les Européens, en général, aiment beaucoup notre logiciel parce que ça permet de faire des économies. Contrairement à l'Amérique du Nord, où c'est plus des sociétés que je vais appeler paramunicipales, comme la STM, qui opèrent le transport en commun. D'avoir des clients comme New York, Los Angeles,
Bruxelles, Chicago, Montréal ou même d'avoir l'ensemble des grandes villes au Québec, que ce soit Québec, Ottawa ou Gatineau qui est à côté. C'est quand même une fierté de pouvoir. Et qu'on est chanceux d'avoir aussi des clients, que ce soit, je sais pas, en Australie, que ça fait souvent, mettons, le bonheur de nouveaux employés qui vont faire des formations, qui vont voir les clients pour parler de spécifications et qui sortent de l'université, puis que d'un coup, là, c'est une de tes premières tâches, je dis première, mais c'est peut-être pas la première journée, mais les premières années. Tu as un petit voyage, mettons, à Sydney, en Australie. C'est toujours Pourquoi pas? intéressant. Pourquoi pas, en tout cas, joindre après ça l'utile à l'agréable et passer quelques jours supplémentaires en Australie. Quelle conversation intéressante, Jean. Un gros merci. Merci à Giro et à les membres de votre équipe, les 600 employés, de faire rayonner le Québec comme ça à travers la planète. Chers amis, chers auditeurs, si vous avez apprécié cette capsule, merci de la faire découvrir, la faire circuler à vos collègues et amis. Encore une fois, merci beaucoup, Jean Aubin, et au plaisir de vous revoir bientôt parce qu'ici, on parle techno.